Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ce dernier Museum Talk de l'année. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Boshe Katembo-Manda qui nous parle de Lubumbashi. Boshe est enseignant-chercheur à l'université de Lubumbashi en République démocratique du Congo et il a défendu sa thèse de doctorat il y a quelques mois, en juillet dernier, à laquelle il est venu. Et sa thèse était une collaboration entre le Musée royal de l'Afrique centrale, l'Université de Lubumbashi et la CAIDEV. Mais en fait, sa thèse s'inscrivait dans un cadre plus large, puisqu'elle s'inscrivait aussi dans le cadre du projet MPISA. Et le projet MPISA, c'est un projet qui a été lancé en 2013 et qui étudie les poissons divers protégés, 7 en RDC, 1 en République du Congo et 2 au Burundi. Le projet est financé par la coopération belge au développement et il est mené par le Musée royal de l'Afrique centrale en collaboration avec l'Université de Kisangani, l'Institut supérieur pédagogique de Banza-Gungu, l'Université de Lubumbashi, donc, le Centre de recherche en hydrobiologie à Uvira, l'Université du Burundi et l'Université Marien Ngouabi à Brazzaville. Donc, quelque part, c'est aussi un grand réseau qui est créé à travers ce projet. Et donc, dans le cadre de ce projet, Boshe s'est intéressé plus particulièrement au parc national de Lupemba, dans le sud de la RDC. Et son travail portait sur la diversité, l'écologie, la conservation et la gestion durable des poissons de ce parc. Et donc, c'est de ça que Boshe va nous parler aujourd'hui. Et juste avant de commencer, encore une petite information pratique. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à n'importe quel moment. Simplement, faites-le dans l'onglet questions. Donc, si vous regardez à droite, vous avez 2 onglets, l'onglet chat et l'onglet questions. Donc, posez vos questions dans l'onglet questions et on les posera après l'exposé. Voilà, sans plus tarder, je cède la parole à Boshe et je vous souhaite un excellent webinaire à tous. Bonjour à tous. Merci, Jonas, pour cette introduction. Et merci à tous d'avoir accepté de partager ce petit moment avec nous pour parler de poissons du parc national de Lupemba. C'est une grande diversité, mais qui malheureusement est soumise à une forte pression anthropique. Et donc, on va commencer la présentation. Le parc national de Lupemba fait partie des réseaux de parcs nationaux de la République démocratique du Congo. Il est situé au sud-est de la République démocratique du Congo. C'est le point vert que vous voyez sur la carte. Ce parc a été créé en 1939, c'est-à-dire à l'époque coloniale belge, et il est le 2e en termes de superficie au Congo. Et sur le plan de gestion, le parc est divisé en 3 grandes composantes. Vous avez la réserve intégrale au milieu, essentiellement sur les 2 plateaux, c'est les points rouges sur la carte. Vous avez les plateaux de Kibara au nord-est et vous avez les plateaux de Biano au sud. Donc, cette zone-là fait partie de la réserve intégrale. Dans cette partie, les activités humaines sont normalement interdites. Il y a encore quelques mammifères, comme vous pouvez voir sur l'image, les zèbres, les éléphants, les antilopes et quelques singes qui restent encore là. Après, vous avez la zone annexe. C'est la partie en vert foncé sur la carte, la partie nord-ouest. Dans cette partie, il y a beaucoup de lacs, une 50aine de lacs. Le plus grand, c'est le lac Upemba. Et la pêche de subsistance est autorisée par la législation. Et on compte près de 180 000 pêcheurs dans toute cette zone. Après, vous avez 2 zones tampons. Ce sont les domaines de chasse. L'un se trouve au sud-ouest et l'autre occupe la partie est du parc. Malheureusement, les animaux sont décimés dans cette partie, mais il y a encore quelques attractions touristiques, notamment les chutes. Vous avez Chute Kubo ici, sur le domaine de chasse Penamorumbo au sud-ouest. Et vous avez encore les Chute Kubo à l'est. Et
j'aimerais insister plus tard sur cette chute qui est à l'est, le chute Cube. Plus tard, j'y reviendrai. La partie actuellement occupée par le parc a été échantillonnée bien avant la création du parc. Déjà en 1925, les scientifiques belges commençaient déjà à échantillonner ici. Le parc a été créé en 1939. Et il existe même dans la littérature un livre sur le poisson du parc. Le livre a été écrit par le professeur Max Paul, qu'on voit sa photo au milieu. Dans ce livre, le professeur Max Paul rapporte 116 espèces dans l'ensemble du parc. Et si vous regardez bien sur la carte qui est présentée, on voit que les échantillonnages étaient concentrés plutôt essentiellement sur la partie du bassin de la Lufira inférieure. Et il y a quelques échantillons qui ont été récoltés le long du fleuve dans la zone annexe. Après les échantillonnages des années 70 qui ont abouti à la publication de ce livre de Paul, les nouvelles expéditions ont été organisées dans les années 2012, de 2012 à 2017. D'abord en 2012 grâce au projet PRODEPAC, c'est un projet de la coopération technique belge, et après grâce au projet Mbissa du Musée royal d'Afrique centrale de Tervuren en Belgique, nous avons échantillonné entre 2014 et 2017 dans le cadre de ma thèse de doctorat. Et la carte qui vous est présentée à côté, les points noirs sont des échantillons historiques, les sites où les échantillons historiques ont été collectés. Et les points rouges, c'est les points où nous avons échantillonné. Vous remarquerez que la partie du milieu qui est encerclée en rouge, il n'y a pas de nouveaux échantillonnages qui ont été réalisés là-bas. Parce qu'au moment où nous faisions nos échantillonnages, la région était occupée par des groupes armés. Donc, c'était une zone d'insécurité. Aujourd'hui, les conditions se sont sensiblement améliorées. Maintenant, une fois les poissons capturés, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, d'abord, on prenait les poissons. Pour l'identifier, on regardait dans la littérature et dans les collections qui sont au musée, quelles sont les espèces qui ressemblent aux poissons que nous avons récoltés. Alors, je vais être plutôt pratique pour illustrer comment nous réalisions nos identifications grâce à ces cas d'études ici. Alors, prenez le cas de ces poissons que nous avons récoltés dans le parc. Au sein de cette population, on a des poissons qui ont des nageoires teintées de rouge et d'autres qui n'en ont pas. Ceux qui ne sont pas teintés en rouge, si vous pressez sur leur ventre, les yeux sortaient. Et donc, on suppose que c'était des femelles. Après, pour ceux qui sont teintés de rouge sur les nageoires, lorsqu'on pressait légèrement sur leur ventre, la laitance sortait, la laitance c'est le sperme. Donc, on suppose que c'était des mâles. Donc, notre hypothèse de départ, c'était que les deux poissons sont des poissons de la même espèce et que les différences qu'on voyait au niveau des couleurs étaient liées au sexe. Donc, les mâles avaient des nageoires teintées de rouge, alors que la femelle n'en avait pas. De là, on regarde dans la littérature quel est le poisson, quelle est l'espèce de poisson qui ressemble à celui-là. Et là, on trouve que c'était Anteromus imeralis. Donc, on a regardé les spécimens d'Anteromus imeralis qui sont au musée de Tervuren, là où nous travaillons, et nous avons regardé aussi les spécimens qui étaient dans d'autres musées. La photo qui est illustrée présente le poisson qui vient de New York, de l'American Museum, qu'on a fait venir en Belgique pour regarder. Alors, la comparaison entre nos poissons et les poissons de musée appartenant à Anteromus imeralis se faisait sur plusieurs niveaux. D'abord, on faisait des mesures, comme illustré sur l'image. On prenait plusieurs mesures sur le corps du poisson. Après, on faisait des comptages. On regardait le nombre d'écailles, le nombre de rayons. On faisait aussi la radio. On regardait les vertèbres. Et on faisait aussi de la génétique, parce que l'Anteromus imeralis qui est illustré en image, qui vient des États-Unis, on trouve encore sur GenBank, et c'est gratuit, les séquences génétiques de ces poissons. Donc, nous avons fait les séquences génétiques de nos poissons que nous avons comparées avec les séquences génétiques de ces poissons qui sont accessibles gratuitement sur GenBank.
Les résultats montrent qu'au niveau des comptages, ça c'est la figure à gauche en haut, quand on fait le comptage, on voit que les poissons mâles et femelles, c'est-à-dire les points gris et les points noirs, tombent ensemble. Ça signifie qu'on ne peut pas différencier les poissons mâles et les poissons femelles sur base des comptages. Mais les deux peuvent être différenciés de l'Anteromys imeralis, c'est le point bleu. Normalement, c'est le nombre d'écailles autour de la queue. L'Anteromys imeralis en a 11, nos poissons en avaient 12. Et si on fait la même analyse multivariée sur les mesures, là on voit 3 groupes. L'Anteromys imeralis, les points bleus se séparent et les mâles et les femelles se séparent aussi. Alors, d'où vient la différence? Donc, la différence réside au niveau des nageoires. Par exemple, si vous regardez sur les dessins ou même sur la photo qui est illustrée en haut, les deux poissons, on voit que la nageoire anale, pour les mâles, le point noir là, en haut, le premier poisson en haut, la nageoire anale ne touche pas la nageoire caudale. Alors que sur le deuxième poisson, la femelle donc, on voit que la nageoire anale touche la caudale. Donc, ce sont des différences. On voit même, ça c'est illustré bien sur les dessins en bas. Chez les mâles, on voit que la distance entre la fin de la nageoire pectorale et le début de la nageoire pelvienne, ce sont les deux nageoires en bas, les deux premières nageoires en bas. On voit que cette distance est étroite pour le mâle et elle est plus large chez la femelle. Ça signifie qu'au-delà des différences observées au niveau des couleurs, au niveau aussi des nageoires, il y a aussi une différence entre les mâles et les femelles. Et quand on fait de la génétique, on voit que les points bleus se séparent des points noirs. C'est l'arbre génétique qui est présenté, c'est la présentation à droite. On voit que tous les points gris et noirs tombent ensemble. Ça signifie que c'est une même espèce. Ce qui confirme que les différences que nous voyons sont liées au sexe. Mais c'est la même espèce. La génétique confirme. Par contre, cette espèce est différente de celui qui est présenté par le point bleu, l'Anteromys imeralis. Du coup, l'espèce qui vient du parc est une nouvelle espèce qui a été décrite. L'article a été publié, le format numérique, la fin de l'année dernière et le format papier au mois de janvier. Et si vous regardez la distribution de ce poisson, c'est qu'on a 3 localités seulement connues à ce jour où se trouve cette nouvelle espèce. Il y a d'abord 2 localités dans le parc de Lupemba, sur la rivière Kaloule Nord et sur la rivière Lufira, et une autre localité qui vient de la Zambie. C'est le point blanc à l'extrême gauche et l'extrême droite de la carte. La rivière Chambesi, c'est en Zambie. Donc, ce sont les 3 localités connues à ce jour pour cette espèce. Nous avons utilisé la même approche pour étudier d'autres poissons. Ici, j'illustre le cas d'un poisson qui a été récolté dans la rivière Kaloule Nord. Alors, on a cherché dans la littérature et dans les collections, on a trouvé qu'il est proche de Raiamas salmolicius. Mais quand on fait les analyses multivariées de mesures et de comptages, ce sont des espèces différentes. Du coup, les poissons de Kaloule a été décrit comme Raiamas marqueti, une nouvelle espèce. Sur la carte, on voit sa distribution, c'est le point rouge. Par contre, les Raiamas salmolicius qui a été comparé, on a trouvé qu'en fait, au sein de ces Raiamas salmolicius, il y avait en réalité 2 espèces. Le vrai Raiamas salmolicius, représenté sur la carte par les points bleus, et nous avons décrit une nouvelle espèce, toujours dans le même article, Raiamas brachyrhabdotos, c'est le point vert sur la carte. Et nous avons, dans le même article, produit une clé d'identification de toutes les espèces du genre Raiamas qu'on trouve dans le bassin du Congo. Alors, ici, j'aimerais quand même préciser une chose, c'est que si vous voyez bien, l'étude des poissons du parc national de Lupemba ne concerne pas seulement le parc, mais il y a
des répercussions sur le bassin du Congo en général. Donc, au début, c'était étudier les poissons du parc, mais au finish, nous avons produit une clé pour toutes les espèces de ramasses du Congo et nous avons même décrit une nouvelle espèce dans la partie du Congo inférieur. Donc, ça signifie qu'au-delà du parc, nous avons regardé les poissons de l'ensemble du bassin du Congo pour ces genres. Aussi, en collaboration avec nos collègues d'Allemagne, du musée de Munich, nous avons décrit 5 nouvelles espèces. Ce sont des cyclidés, des tilapias, si on peut dire, des petits tilapias. Et parmi ces poissons, il y a celui que j'indique avec une flèche là, Orthochromis kimbala. Cette espèce, cette nouvelle espèce qui a été décrite il y a 2 ans, n'est connue que du parc, de cette localité de la rivière Kalou-le-Nord. Donc c'est une espèce, comme on dit, endémique, qui n'existe nulle part au monde que dans le parc. Dans les mêmes ordres d'idées, en collaboration avec nos collègues de Bézi et de Belgique, diverses espèces ont été décrites, notamment les Siphomeris loufirae, qui est endémique aussi du bassin de la Loufira, et ce petit Cynodontis denticlatus, qui est aussi endémique du bassin de la Loufira, donc qui viennent tous de la région de la Loufira. Donc, plusieurs cas d'études, d'autres, il y a des espèces qui sont soumises, qui ne sont pas encore publiées, et nous continuons encore à décrire d'autres. En gros, si on regarde la diversité actuelle, c'est que nous sommes à 235 espèces de poissons du parc. Cela représente plus du double des poissons connus, parce que Paul avait répertorié 116 espèces. Nous sommes à 235. Donc, c'est au-delà du double des poissons connus actuellement. Parmi ces poissons, il y a 45 qui n'existent nulle part au monde que dans le parc. Donc, c'est très important. C'est quand même un poisson sur 5 qui est dans le parc et n'existe nulle part que là-bas. Il y a aussi des nouvelles espèces, 42, qui doivent être décrites. Et nous avons trouvé une espèce, Heterotis rubicus, qu'on appelle Vodo, qui n'est pas originaire du Congo, mais qui a été introduit dans le parc. Mais quand on regarde la distribution des poissons dans le parc, ceci est très important si on veut conserver les poissons, c'est qu'il y a le plateau, comme on peut voir sur la carte, il y a le plateau de Kibara au nord-est du parc et le plateau de Biano au sud. Ce qu'on voit, on le remarque, c'est qu'il y a 2 types de communautés dans le parc. Il y a des poissons qui vivent sur le plateau et il y a des poissons qui vivent en basse altitude dans la partie plus verdâtre sur la carte qu'on voit là. Et pour être un peu plus précis, je vais prendre le cas de la rivière Kalou-le-Nord. Dans cette rivière Kalou-le-Nord, on a des poissons d'altitude. Là, il y a 11 espèces, soit 20% des poissons vivent sur le plateau. Et sur les 11 espèces, 6 sont endémiques, ne se trouvent nulle part au monde que là-bas. Alors qu'en bas, dans la partie basse, il y a beaucoup plus d'espèces, 45 espèces, mais très peu endémiques. Ce sont des espèces à large distribution dans les bassins du Congo. Et pour aller encore plus loin sur la distribution, alors les poissons qui viennent de la partie jaune qu'on présente dans les tableaux et sur la figure ne sont pas les mêmes. Si vous regardez la liste des poissons du parc, on voit que soit le poisson est sur la partie jaune, soit il est sur la partie bleue. On ne trouve pas les poissons à la fois dans la partie bleue et dans la partie jaune. Ça signifie qu'il y a une démarcation entre les 2 communautés. Donc, si vous voulez conserver et si vous vous focalisez sur la partie basse, la partie bleue, eh bien, vous allez perdre tous les poissons qui sont sur la partie jaune. De même, si vous vous concentrez sur la partie jaune, parce que la partie jaune se trouve dans la réserve intégrale et la partie bleue dans la zone, dans les domaines de chasse, dans les zones tampons. Et donc, il faut protéger tous les bassins parce que ce n'est pas les mêmes communautés qui y vivent. Ceci est valable pour presque toutes les rivières du parc.
regardons maintenant les pressions qui s'opposent sur ces poissons, cette grande diversité du parc. D'abord, c'est le nombre d'habitants. Si le parc se trouve sur 4 territoires, et si vous regardez les données de santé qui, pour mon avis, reflètent mieux la réalité, déjà en 2015, on avait près de 2,6 millions d'individus dans et autour du parc. À ceci, il faut préciser que la zone intégrale au milieu là n'est pas occupée. Donc, les populations se concentrent dans la périphérie du parc. Donc, c'est près de 2,6 millions d'individus qui autrefois vivaient de la chasse, du braconnage et de la pêche. Donc, c'est un problème sérieux. Et quand vous regardez les lacs qui sont dans la zone annexe, ici, je liste les principaux. Il y en a beaucoup, il y en a 13, mais là, je prends juste les principaux. Quand vous regardez les densités, ce sont des densités plutôt élevées. Parce qu'il faut noter que selon la FAO, dès que vous dépassez 2 pêcheurs au kilomètre carré, les prises par pêcheur diminuent. Mais ici, on en arrive jusqu'à 72 pêcheurs. Donc, si vous prenez déjà à 2 pêcheurs, la quantité capturée par un pêcheur commence à diminuer. Et si vous en arrivez à 72, vous voyez que ça peut poser des frustrations et les pêcheurs sont poussés à utiliser des moyens, des techniques plutôt destructrices. C'est ce que nous allons illustrer. Alors, parmi les techniques qui sont utilisées pour capturer les poissons, alors beaucoup de poissons dans ces conditions, c'est que dans la région des lacs, on utilise les filets moustiquaires. Ici, ce n'est pas un seul moustiquaire, on prend jusqu'à 100, 120 moustiquaires qu'on va coller ensemble et faire un très long filet de scène qu'on va tirer sur la berge. Donc, comme vous voyez à l'image là, à droite, donc ça remplit la barquette entière. Ça, c'est dans les lacs. Mais dans les rivières, on utilise des plantes phytotoxiques. On rapporte même qu'on utilise de l'acide sulfurique pour capturer les poissons. Donc, c'est très destructrice comme technique de pêche. Alors, je vais rapidement présenter une partie des résultats liés à l'étude de l'impact de l'utilisation des moustiquaires. Alors, ceci a été fait en collaboration avec un étudiant de master, M. Kassambaka. Alors, si on regarde dans ces résultats, donc nous avons échantillonné sur 24 localités éparpillées sur l'ensemble du lac. Nous avons échantillonné en utilisant des filets monofilaments en 2016 et en 2017. Et nous avons fait une pêche expérimentale en 2016 avec les filets moustiquaires. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué d'abord qu'en 2016, l'État a mis beaucoup de moyens pour lutter contre l'utilisation des moustiquaires dans la pêche. L'image de gauche montre l'armée qui a même été mobilisée pour ça. Ça, ce sont les filets qui ont été saisis, qu'on a pu photographier dans les campements militaires. Alors qu'à droite, c'est en 2017 où l'État a laissé faire. Donc, les pêcheurs pouvaient utiliser les moustiquaires au vu aussi de tout le monde, sans se cacher, sans répression. Alors, mais cela a affecté les poissons. Sur cette image, on voit qu'en 2016, en général, il y avait beaucoup plus de poissons qu'en 2017, en termes d'espèces. On voit aussi, en 2016, dans la partie nord du lac, il y avait beaucoup plus de poissons que dans la partie sud. Alors qu'en 2017, le nombre d'espèces a diminué et surtout dans la partie nord, le nombre a considérablement diminué pour être presque au même niveau que dans la partie sud. Cela est dû au fait que en 2017, comme il n'y avait pas de restrictions, les pêcheurs ont migré de la partie sud vers la partie nord où on pense qu'il y a beaucoup de poissons. Et cela a augmenté la pression de pêche et cela a eu de l'impact sur la diversité. De même, quand on regarde le nombre d'individus capturés entre 2016 et 2017, parce que nous n'avons pas changé de protocole et nous n'avons pas changé d'effort de pêche. Même matériel, même effort de pêche, même protocole. On voit que si l'ensemble des poissons capturés, 65% presque étaient capturés en 2016 et seulement 35% en 2017.
Donc, les nombres ont considérablement diminué et nous attribuons cela à l'utilisation sans restriction des moustiquaires. Même la quantité de poissons capturés a rapidement diminué. Ceci montre l'impact de l'utilisation massive des techniques prohibées. Donc, ça n'a pas pris une année, donc c'est quelques mois, et on voit rapidement l'impact sur à la fois la diversité, le nombre d'espèces, et l'abondance, le nombre d'individus capturés. Ça peut aller très vite, comme des dégâts sur la biodiversité. Et nous avons fait, comme je l'ai dit, la pêche expérimentale avec les filets moustiquaires. Ici, j'illustre les poissons capturés dans les moustiquaires. Et ce sont les poissons les plus couramment capturés par les pêcheurs. On voit clairement ici que toutes les tailles sont représentées dans les captures. Donc, ça part, comme on dit, des bébés au grand-père. Toute la diversité des tailles est représentée. Ça signifie que les moustiquaires sont non sélectifs. Et si vous regardez l'image de droite, ça c'est le poisson qu'on appelle communément capitaine, la perche du Nil. On voit que nous avons utilisé les filets moustiquaires et quelqu'un a utilisé dans la même localité les mêmes jours les filets normaux. Qu'est-ce que l'on voit? Les petits poissons qui est tenu par la main, ça c'est le poisson qui vient des non-moustiquaires. Alors que les filets et les poissons, les gros poissons là, viennent des filets normaux. Donc ça signifie que les filets moustiquaires ont un impact réel sur les poissons capturés. J'aimerais aussi insister sur les deux petits poissons qui sont présentés à gauche de l'image. Le deuxième, il était présent dans nos captures, mais en faible quantité, moins de 2%. Mais quand on regarde la composition des prises de moustiquaires, on voit qu'il représente près de 23%. Ça signifie que sa part augmente considérablement dans les moustiquaires. La même chose pour les petits poissons en bas. Celui-là, il n'est même pas capturé dans les filets normaux, mais il réapparaît dans les filets moustiquaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les filets moustiquaires affectent des poissons qui, normalement, ne sont pas capturés par des pêcheurs qui utilisent les filets normaux. Or, ces poissons ont une grande utilité, surtout dans la chaîne trophique, dans l'alimentation des gros prédateurs. Donc, les moustiquaires, au-delà d'avoir de l'impact sur des poissons qui peuvent grandir, comme on voit les capitaines, les gros poissons à droite de l'image, mais ils affectent aussi les poissons qui, normalement, dans les bonnes conditions, ne sont pas touchés par la pêche. Et ça, c'est très important à le dire. Je vais insister sur ça à ce niveau-ci. La dame que vous voyez sur cette photo doit être engagée par les pêcheurs pour nettoyer les poissons. Comme les filets moustiquaires ont des tailles de petites mailles, ils capturent tout. Et les poissons, et la boue, tout y passe. Maintenant, les pêcheurs doivent recruter des femmes pour nettoyer ces poissons. Capturer, laisser un peu ceux qui sont un peu plus grands et les petits sont perdus. Donc, les petits poissons que j'ai présentés là, ils sont tués et presque jetés. Et quand vous regardez sur le total, sur l'ensemble des poissons capturés, on voit que près de 94% des poissons capturés sont des petits poissons. Et les gros poissons ne représentent que 1,6% en termes d'abondance dans les prises. Ça, c'est très important à dire que donc, les moustiquaires, non seulement ils captent beaucoup de poissons, mais en réalité, c'est des petits poissons et qui sont perdus parce qu'il faut les nettoyer, il faut trier après. Donc, c'est un gaspillage qu'il faut combattre. Au-delà des techniques de pêche, l'autre menace qui pèse sur la diversité des poissons du parc, c'est la construction des barrages. Ici, vous avez l'article de presse qui illustre le gouverneur, le ministre national de l'énergie et les entrepreneurs chinois et congolais en train d'inaugurer la construction d'un barrage hydroélectrique sur la Lufira, dans la réserve intégrale, alors que les activités humaines sont interdites dans la réserve intégrale. Mais ici, on va mobiliser 450 millions de dollars pour construire un barrage d'une hauteur de 90 mètres. Et le lac qui sera créé aura, je crois, 42 km de longueur. Donc, c'est trop grand.
pour une production de 125 MW. Et les plus cruel, si je peux dire, dans cette histoire, c'est que ce courant n'est pas destiné au parc, mais il est destiné à être vendu aux entreprises minières. Alors, au niveau des poissons, la construction des barrages va tout changer. Parce qu'il va déplacer, il va transformer les milieux. Là où il y avait une rivière, il y aura maintenant un lac. Et j'avais dit que nous n'avions pas échantillonné l'Oufira inférieure, parce qu'il y avait de l'insécurité à l'époque. Maintenant, c'est dégagé, ça va. Et nous avons très peu de connaissances sur la faune de cette région. On ne connaît pas beaucoup. Il y a eu très peu d'expéditions dans cette région, même à l'époque belge. Mais sur les peu que nous savons de cette région, c'est qu'il y a 8 espèces endémiques. Alors, j'ai dit espèces thoranticoles parce que c'est des poissons qui préfèrent vivre sur des rapides. Alors, j'illustre ici l'exemple des 2 poissons, Chiloglanis lufira et Paracnera lufira. Sur le premier poisson, vous avez qu'il a un disque sur la bouche. Ce disque permet au poisson d'adhérer sur les pierres et comme ça, pour ne pas être entraîné par les rapides. Il s'accroche comme ça. Alors que le poisson qui est en bas utilise ses nageoires pectorales pour adhérer sur les pierres. Donc, c'est des poissons qui vivent sur des régions où l'eau coule avec une certaine vitesse. Ces poissons ne supportent pas les eaux stagnantes, les eaux qui ne bougent pas. Maintenant, le drame, c'est que quand on construit les barrages, ces barrages vont créer un grand lac de 42 km de longueur. Et ces milieux-là, thoranticoles, ces chutes et rapides, c'est rapide et ce courant qui s'est situé sur cette partie de 42 km sera transformé en lac. Du coup, les poissons qui vivaient là-bas, qui étaient adaptés à vivre là-bas, vont disparaître. Donc, c'est la menace. Non seulement on ne connaît pas bien les poissons de la région, et sur les peu de poissons qu'on connaissent la région, il y en a 8 déjà qui peuvent disparaître. Et aussi, il y a des migrations de poissons qui quittent la région de la dépression de Kamalondo et qui remontent la Lufira. Donc, le fait de construire un barrage de 90 mètres de haut, forcément, entre nous, les poissons ne peuvent pas sauter et traverser ça. Donc, c'est un obstacle à la migration longitudinale des poissons que nous craignons. Alors, si on regarde la législation dans notre pays, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée en 2014. À son article 15 et 25, cette loi interdit toute activité qui n'est pas compatible avec les objectifs de conservation. Et donc, construire un barrage, entre nous, ne participe pas à la conservation. C'est plutôt une menace sérieuse. Et donc, c'est illégal. Il se trouve malheureusement qu'au niveau du pays, il y a très peu de contestations, ou du moins, les contestations sont timides. C'est au niveau extérieur et international qu'il y a des contestations. Parce que la Lufira, le bassin de la Lufira a été désigné en 2017 comme l'une, sinon la plus grande réserve de biosphère au monde. Et pour échapper à cette pression internationale, il y a 2 mois, la République démocratique du Congo a écrit à l'UNESCO pour solliciter que ce bassin de la Lufira soit retiré carrément de la liste du patrimoine mondial de l'humanité. C'est une première au monde. Ailleurs, les gouvernants se battent pour faire inscrire des sites à cette liste parce que ça augmente la visibilité des sites, ça attire les touristes et le financement. Mais une première au monde, mon pays réclame que ces sites soient retirés. C'est une bizarrerie qu'on ne peut comprendre. Au-delà des barrages et des pêches, il y a aussi les conflits à l'intérieur du parc sur la gestion des pêcheries, parce qu'il y a les agents de l'agriculture, pêche et élevage qui viennent superviser, contrôler la pêche. Il y a les chefs coutumiers, il y a la police fluviale, l'armée, il y a les agents de l'ICSN du parc eux-mêmes. Donc, ça fait plusieurs entités qui s'occupent de la pêche. Donc, il faut trouver une solution à ça. Alors, il y a, comme vous voyez l'article de presse juste à côté, le gouvernement a autorisé l'exploitation minière dans le parc.
ce qui est encore une fois une bizarrerie terrible. Et d'ailleurs, même dans cet article de presse, les journalistes s'étonnent et disent que ça viole toute la réglementation en la matière. Aussi, même si les gros des miliciens qui opéraient dans les parcs se sont retirés, néanmoins, il reste aussi des groupes armés qui sont opérationnels dans les parcs. Donc, il faut aussi s'en occuper. Alors, pour pérenniser les acquis sur le poisson obtenus et essayer de protéger au maximum la diversité des poissons dans les parcs, l'Union européenne et l'UICN, spécialement le Pays-Bas, et l'ICCN ont créé ce que nous appelons le projet Lac Upemba. Donc, c'est un projet qui s'occupe et qui travaille pour la conservation de la diversité des poissons dans le parc de l'Upemba. Et ce projet s'emploie aujourd'hui pour limiter ou diminuer la pression anthropique sur les poissons, à identifier des services écosystémiques et de les valoriser parce qu'il n'y a pas que la pêche, il y a aussi tous ces papyrus qui poussent dans la région qui peuvent servir à d'autres choses. Il y a de l'agriculture qu'on peut faire, mais là, il faut bien travailler sur ces aspects d'agriculture parce que souvent, les gens préfèrent aller cultiver sur les berges et ça affecte les poissons qui vivent dans ces milieux. Donc, ici, j'illustre quelques photos de l'atelier qui a été organisé au bord du lac Upemba pour sensibiliser les communautés riveraines sur les différents services écosystémiques qui peuvent être valorisés dans la région. Aussi, les projets travaillent dans la réorganisation et le renforcement des capacités des acteurs de la filière pêche, par exemple les associations de pêcheurs, et aussi la vulgarisation des techniques de pêche responsable. Ça, c'est très important. Mais au-delà de ces aspects de sensibilisation, il y a aussi la répression. Enfin, pas la répression, mais l'application de la loi. Parce que chaque fois qu'on attrape quelqu'un avec du matériel prohibé, il est saisi et détruit. Et parce que quand on parle de la demande, si les pêcheurs utilisent les filets moustiquaires, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vend ces filets moustiquaires. Et si quelqu'un vend, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui achète. Et donc, le projet travail s'emploie aussi à sensibiliser l'ensemble de la filière. Et les commerçants qui vendent des matériels prohibés et les pêcheurs qui achètent matériel, voire même la population qui achète aussi les poissons ici, par exemple des moustiquaires. Donc, la sensibilisation touche l'ensemble de la filière pêche. Et il se trouve que la loi sur la pêche de notre pays date quand même de 1937. Donc, il y a aussi un travail qui s'occupe à mettre à jour certains aspects de la loi et actualiser cette loi. Enfin, l'idée au bout de ce projet, c'est de mettre en place une cogestion. Ça signifie que l'ICCN, les agents du parc, les chefs coutumiers, les services de l'État, l'agriculture, pêche et élevage, et l'ensemble de la filière pêche doivent travailler ensemble pour identifier les priorités et orienter les recherches, voire l'application de certaines mesures pour une préservation et une conservation efficiente. Ça, c'est l'idée ultime, mais j'espère que nous y arriverons d'ici peu. Voilà un peu, en gros, ce que je voulais dire sur la diversité des poissons du Parc national de l'Upemba. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bosché. C'était très, très intéressant et ton exposé illustrait vraiment bien les défis. Je vais tout de suite passer aux questions parce qu'on a beaucoup de questions. Alors, la première question, je pense qu'au début, tu parlais de 187 000 pêcheurs. Est-ce que ce sont les pêcheurs dans la région ou pour le lac Upemba seulement? Y a-t-il des données récentes? Pouvons-nous réfléchir à une identification biométrique et actualisée des pêcheurs avec la phase expérimentale
le lac Upemba, puis plus tard dans la région? Alors, les nombres que j'ai donnés, c'est sur l'ensemble de la dépression du Cameroun. Alors, sur ce dia 15, je présente le nombre de pêcheurs qui ont été identifiés en 2012. C'est 37 444 pêcheurs qui opèrent dans les lacs. Néanmoins, il y a le professeur Chocha a commencé un travail d'identification en collaboration avec le projet Upemba sur l'identification actualisée des pêcheurs. Parce que les données, ce sont les dernières disponibles, datent de 2012. Entre-temps, les choses ont beaucoup changé et on travaille sur l'actualisation du nombre de pêcheurs dans cette région. Donc, les nombres que j'ai donnés là, c'est l'ensemble de la dépression. Mais pour les lacs Upemba, c'est 37 444 pêcheurs. Ok, merci beaucoup. Donc, alors, si vous permettez, alors la question c'était est-ce qu'on peut actualiser? Oui, il y a un travail en cours, les données ne sont pas encore disponibles. Donc, le travail a commencé le mois dernier pour mettre à jour justement le nombre de pêcheurs. Ok. Prochaine question. Étant donné le niveau de pollution des eaux de la Lufira et dans la zone annexe entre le Kundilungu et le Pemba, pensez-vous qu'il est raisonnable d'appuyer la pêche dans cette région? Alors, j'ai eu la chance il y a 10 ans maintenant, parce que j'ai commencé en 2007-2008, à travailler sur la pollution de la Lufira. J'ai même fait une publication il y a 10 ans sur cette région. Il y a un de nos collègues, Clément Kalombo-Gabalika, qui a fait le même travail il y a quelques années, c'est en 2015, et les données à notre disposition montrent qu'il y a un lac de barrage sur la Lufira supérieure, le lac de Mwadingosha, le lac Tchangaleli, et donc c'est ce lac-là qui joue le rôle de dépotoir. Donc après ce lac, les eaux qui sortent de ce lac sont un peu clean, qui n'ont pas de doses exagérées en polluants. Donc, la menace réside plutôt si on ouvre les vannes de ces barrages, qu'est-ce qui va se passer? Parce que sur le fleuve, on avait ouvert les vannes d'un lac de barrage qui constituait le dépotoir de Kolwezi, le lac sec, et les poissons jusque dans le lac Upemba, les poissons sont morts. Ça a tué les poissons sur une distance de plus de 300 km. Donc, le danger est actuellement contenu dans ces lacs de barrage, le lac Tchangalel, le lac de Mwadingosha. La partie après, ça va, pour l'instant. Mais c'est quand même une menace qu'il faut tenir compte. Donc, appuyer la pêche, à mon avis, oui, parce que les poissons, après, en tout cas, et si je puis me permettre d'ajouter un truc, c'est que le mois dernier, il y a un de nos collègues que j'ai cité ici, Clément, qui a fait des prélèvements dans les lacs Upemba, un peu plus en amont, pour aller examiner au laboratoire pour voir s'il y a encore des traces de ces polluants qui arrivent jusque-là. Mais les données à notre disposition, c'est que la pollution s'arrête au niveau du lac Mwadingosha. C'est un peu plus haut. En bas, sur la Lufira, les poissons peuvent être consommés sans problème. Ok, merci beaucoup. Prochaine question qui concerne la construction du barrage. Est-ce qu'il va y avoir une étude d'impact sur cette construction du barrage? C'est le souhait. Mais déjà, d'abord, l'idée même de construire le barrage pose problème, parce que ça viole toute la réglementation, que ce soit nationale ou internationale, voire même le bon sens. On ne peut pas aller construire des barrages dans la réserve intégrale alors que toute activité humaine y est interdite. Donc, il faut d'abord modifier la loi et désaffecter cette région pour faire ça. Donc, les problèmes se posent déjà au niveau même de l'idée de construire les barrages là-bas. Parce que c'est inconcevable. L'activité humaine est interdite là-bas. Ça doit être dit. Maintenant, après, s'il faut faire des études d'un point de vue mental, oui, ben, c'est déjà, comme on dit, essayer de produire les fruits sur un arbre toxique. Et vous demandez est-ce que ça sera bon ou pas. Enfin, si l'arbre est déjà toxique,
Je pense qu'il ne faut même pas commencer à étudier si les fruits peuvent être mangés. Ouais. Alors, une autre question. Qui gère les zones de pêche et les filets moustiquaires ou autres méthodes comme dynamite ou cyanure? Et une deuxième question, en fait, où vont ensuite les poissons? Est-ce qu'ils sont séchés, etc. Oui. Alors, il faut dire que les filets moustiquaires coûtent cher dans leur fabrication. C'est beaucoup d'argent. Enfin, au niveau local, c'est quand même une petite fortune. En plus, comme c'est quand même prohibé, alors il faut corrompre tout le monde pour pêcher. Et du coup, ça pose quand même problème pour les pauvres pêcheurs. Donc, il y a des notables locaux qui ont un peu plus d'argent, des commerçants, qui essayent de corrompre les responsables et engagent maintenant des pêcheurs pour pêcher. Et donc, les poissons ici de ces pêches sont soit vendus sur les marchés locaux, ou alors ils sont séchés et expédiés ailleurs. Généralement, c'est dans la province de Kasaï, parce que c'est quand même des poissons de mauvaise qualité et ils ne sauront pas être concurrentiels pour les grandes villes comme Lubumbashi et Kasikolos. Ok. Une autre question qui concerne l'échantillonnage. Comment faites-vous les échantillons dans le lac et comment savez-vous que les résultats sont représentatifs? Alors, bon, par exemple, pour l'étude écologique que nous avons faite, c'est que nous avons identifié, par exemple, si c'est juste pour étudier la diversité, c'est que nous avons nos filets de différentes tailles de mailles et que nous utilisons dans les différents types de berges à herbe, à sable, à boue et tout ça, que nous utilisons pour pêcher. Et nous complétons notre échantillonnage par les poissons que nous achetons chez des pêcheurs ou sur le marché local. Ça, c'est pour étudier la diversité. Mais dans le cadre de nos études écologiques, alors là, il s'agit d'une pêche standardisée. Donc, on a 7 filets, les filets de 8 mm, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm, que nous devons utiliser avec le même effort. Ça signifie qu'on les pose partout à 18 heures et on les récupère le matin à 6 heures. Et c'est le même effort qui est... Bon, c'est vrai qu'on ne capture pas tous les poissons, mais au moins, comme c'est le même effort, même protocole, même durée, et on suppose que c'est standardisé, on peut voir les différences entre la composition des poissons sur différentes parties. Donc, au-delà de nos moyens classiques, nous recourons aussi aux pêcheurs et aux commerçants locaux pour compléter nos listes. Okay. Encore une question. As-tu déterminé les espèces de larves capturées avec les filets moustiquaires et combien d'espèces sont touchées? Alors, des larves, je ne dirais... Bon, en tout cas, si c'est trop petit et qu'on ne sait pas identifier, bon, mais au moins, pour ceux que nous avons pu identifier, donc nous sommes dans une gamme d'une trentaine de poissons capturés avec les moustiquaires. Et peut-être, il faut préciser une chose, c'est que nous avons fait nos pêches pendant la saison sèche. Or, certaines espèces, comme les poissons-chats, ils se reproduisent en saison de pluie. Ça signifie qu'on n'a pas eu, si je peux dire, des larves pour ces espèces-là. Mais par contre, pour les autres, comme les tilapia et tout ça, ça, on en a trouvé depuis jeunes au plus grands. Donc, on a essayé d'identifier si possible. Ok. Alors, prochaine question. Depuis la mise en place de ces plans d'aménagement, est-ce que les résultats escomptés sont ressentis? Si oui, lesquels? Les plans, si le projet Upemba, vous voulez dire? Je pense, oui. Alors, bon, les projets est dans ses débuts, c'est, je crois, la première année. Donc, c'est la phase plutôt d'installation et d'études de base. Mais s'il faut attendre des résultats, déjà, je crois, l'année prochaine, oui.
Mais là, nous sommes en train de faire des études de base parce que c'est la phase d'installation. Il faut identifier les associations de pêcheurs, il faut leur donner les papiers pour rendre ces organisations légales vis-à-vis de la loi. Il faut commencer à équiper les agents et former les agents du parc. Donc, le projet pour cette année était dans la phase d'implantation. Donc, s'il faut attendre les résultats, rendez-vous l'année prochaine. S'il y a encore un autre webinaire, on en parlera. On y va. Oui, oui. Alors, encore une question. Combien de nouvelles espèces ont été répertoriées pendant votre thèse? Alors, pour les parcs uniquement, 5 ont été publiés. Il y a encore 42 espèces qu'il faut décrire. Ça demande du temps quand même. Et aussi des volontaires pour nous aider. C'est quand même beaucoup. Ouais. Alors, je continue avec les questions. Il y a beaucoup de questions. Cette question concerne la nouvelle espèce Enteromyus specios. Oui. En observant les différences entre mâles et femelles, je penserais à première vue à 2 espèces. Comment avez-vous eu le réflexe déjà sur le terrain comment avez-vous eu le réflexe déjà sur le terrain de presser le ventre du poisson afin d'avoir l'hypothèse du dimorphisme sexuel? Le faites-vous pour tous les groupes de poissons ou pouvons-nous penser que d'autres poissons des rivières du Parc national de Lubamba présenteraient des cas similaires non documentés? Alors, c'est que quand on était sur le terrain, on a récolté les 2 sexes. Au début, quand on regardait, les poissons se ressemblaient fortement, mais sauf au niveau des couleurs. C'est là qu'on voyait pourquoi ces poissons se ressemblent, mais il y a une différence au niveau des couleurs. Alors, on a essayé un peu de presser sur les ventres, parce qu'il y avait des hypothèses. Peut-être que c'est les sexes, alors pour voir si c'est les sexes ou pas, on a essayé de presser dans les ventres. Là, on a vu que ceux qui n'avaient pas de nageoires teintées de rouge faisaient sortir quelques ovules. On dit, ah, ça c'est femelle. Et quand on a pressé un individu avec des rouges, c'était un mâle. On dit, ah, alors à ce stade, on considère que c'est dimorphisme. Et je peux même ajouter que l'idée même de faire de la génétique venait de là. On dit, bon, peut-être qu'on se trompe. Alors, demandons un peu de l'aide à la génétique pour voir si on est en face d'une même espèce. Donc, l'idée d'associer la génétique à l'étude est venue de là. Il y a quand même, on était sur le terrain avec Emmanuel Vreven, et curateur des poissons au musée de Tervuren. Il a quand même une certaine expertise en la matière, et c'est lui qui a évoqué ce dimorphisme. Donc, bon, moi, à l'époque, j'étais loin de m'en douter. Donc, il y avait de l'expertise à mes côtés, Emmanuel Vreven, qui lui, il a un peu une vision panoramique des choses. Très bien. Encore une question. Avez-vous analysé la maturité sexuelle des poissons capturés par les cabousés pour avoir la proportion des poissons non sexuellement matures, immatures et ceux au stade 1/4 et 2/4 par rapport aux poissons matures? Un petit poisson peut être sexuellement mature. Oui. Bon, disons d'abord que nous avions déjà fait des pêches d'études de diversité sur les poissons du parc. Donc, on connaissait quand même les poissons du lac. On avait une idée sur les poissons du lac. Ça, on savait. Maintenant, quand on a fait de pêche écologique, parce que la pêche écologique, on l'a fait en 2016 et 2017. Mais en 2015, on a fait un tour exploratoire. On a fait une certaine idée de tous les poissons et leur taille maximale. Alors, peut-être la précision, la catégorisation des gros, moyens et petits poissons, c'est une catégorisation qui est peut-être liée à la façon dont le poisson est vendu sur les marchés localement. Ce que moi j'appelle gros poissons, c'est des poissons qui sont vendus par pièces sur les marchés locaux. Donc, vous prenez 2 poissons, vous l'amenez, vous vendez les poissons séparément. Ceux qui sont moyens, on les met en tas, 5 ou 6 poissons ensemble.
Et ce qu'on appelle des petits poissons, peu importe l'espèce, on mesure ça dans un petit seau. Donc, qu'il soit capitaine, des gros poissons comme ça, mais aussi longtemps qu'il est petit de taille, on le met dans les seaux et on vend des centaines d'individus dans un petit seau. Alors, l'idée de catégoriser petit, gros vient de là. Donc, c'est un peu ça. Mais néanmoins, on savait que non, celui-ci, il peut atteindre, parce que ce que j'ai présenté là, c'est une partie des résultats de cette étude. Mais dans l'étude, on a fait aussi des estimations entre le poisson qui est capturé et sa taille maximale, qu'est-ce qui est perdu, tout ça. En fait, j'ai juste illustré ici une partie des résultats. Mais sinon, on connaissait tous les poissons et on a documenté leur taille maximale. Déjà, par rapport au filet normand que nous avons utilisé, notre pêche standardisée, et par rapport aussi à la littérature. Ok. Une autre question. Pour la figure de la richesse spécifique, on peut en déduire qu'en une année, de 2016 à 2017, il y aurait des espèces disparues et il y aurait une autre raison qui aurait fait à ce que toutes les espèces capturées en 2016 ne soient pas capturées en 2017. Qu'est-ce que les espèces ont disparu ou est-ce qu'il y a une autre raison qui fait qu'elles n'ont plus été capturées en 2017? Alors, les espèces qu'on a capturées, alors, ici, les espèces qui ont été capturées en 2016, certaines n'ont pas été capturées en 2017. Parce que les moustiquaires, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, en fait, c'est des moustiquaires très longs et ils sont utilisés comme scène. Peut-être une précision. Le lac Opemba, sa profondeur maximale en saison sèche, c'est 3 mètres. Ce n'est pas un lac profond, c'est un lac peu profond. Donc, si vous avez un filet comme ça qui mesure jusqu'à 1 km, vous le jetez et vous tirez, ça dégrade, ça emporte même les substrats. Donc, il y a perturbation complète. Malheureusement, je n'ai pas tout présenté. On a fait des analyses aussi sur les relations entre les poissons et les habitats. On voit que les habitats en 2017 étaient complètement perturbés. Cela est lié au seinage parce qu'on jette les filets et on commence à les tirer. Alors, ils ramassent tout, et la boue, et les larves, et les œufs, les poissons, tout est dehors et puis on recrute des mamans pour venir tamiser. Comme, je ne sais pas si vous pouvez voir sur cette image ici, vous avez des trucs noirs aux côtés des poissons. Donc, ça signifie que les filets perturbent tout. Alors, lorsque le substrat est perturbé, il y a des poissons qui ne supportent pas ces eaux turbides qui préfèrent aller ailleurs. Donc, je ne dirais pas que les poissons ont disparu, mais je préfère dire que les poissons sont allés ailleurs parce que les milieux étaient fortement perturbés. Comme vous pouvez voir sur la barquette, que les poissons sont mélangés avec la boue et tout ce qui font la vase dans les lacs. Ok, merci beaucoup. Je vais terminer avec 2 questions et puis on va devoir s'arrêter. Il y en a d'autres, mais malheureusement, le temps nous est compté. Sur les questions, alors, sur le nombre d'espèces, donc, tu as expliqué que on est passé du double pratiquement, hein, on est à 235 espèces, c'est ça pour le Oui. Est-ce que pensez-vous que ce chiffre reflète plus ou moins la réalité ou est-ce que c'est un chiffre incomplet et qu'il reste encore des espèces qui ne sont pas encore connues? Alors, une précision, c'est que si vous regardez toute cette partie de la Lufira, la partie que j'ai encerclée en rouge sur la carte, ça c'est la région la plus riche du parc, qui n'a pas été explorée. Forcément, si on retourne dans cette région, on peut même aller à 400 espèces à mon avis. C'est la région la plus riche parce qu'il y a trop de chutes, trop de rapides. Et peut-être je vais donner une petite illustration. Du sommet de ce plateau jusqu'à la dépression, donc du milieu de la partie rouge
jusqu'à la partie vers en basse altitude, là autour de 500 mètres, il y a environ 100 km. Et les lacs, non, les rivières qui commencent sur le plateau perdent 1000 mètres d'altitude entre ces deux régions. Sur cette courte distance, ça signifie qu'il y a des chutes et des rapides. C'est des populations qui sont isolées dans cette région. Donc, l'isolement favorise la formation des espèces. Et donc, à mon avis, les chiffres que nous avons aujourd'hui, quoique les doubles de ce qui a été connu, est loin d'être exhaustif. Donc, moi, je parie sur 350 espèces. Enfin, 450 espèces, je veux dire. Okay. Il y a encore une centaine d'espèces à découvrir dans cette région, à mon avis. Malheureusement, on construit les barrages et que Dieu nous garde. C'est des péchés. Et alors, dernière question, dans quelle mesure est-ce que les pêcheurs sont impliqués dans le développement du plan de conservation et de gestion durable? Est-ce qu'ils sont impliqués? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les pêcheurs sont au centre de cette activité. Et ici, bon, ça c'est juste un atelier, mais les gestionnaires de projet Lacopemba sont occupés à recenser, regrouper en association, donner les statuts officiels, des papiers de reconnaissance officielle et donner une formation aux pêcheurs. Parce qu'après tout, c'est le pêcheur qui est au centre de la pêche. Il n'y a pas de pêche sans pêcheur. Maintenant, et l'accent est mis sur le pêcheur. Il faut que le pêcheur sache et c'est lui qui doit être au centre de la co-gestion. Et donc, peut-être que je ne vais pas parler au nom des gestionnaires de ce projet, mais au moins, à ma connaissance, et ça c'est un point clé, les pêcheurs sont au centre de ces projets de co-gestion et de la pêche responsable Parce qu'il faut dire que déjà, au niveau de la loi, c'est la pêche de subsistance qui est autorisée, pas la pêche commerciale. Mais aujourd'hui, bon, avec un peu il y a un petit côté un peu laxiste, on laisse les gens faire la pêche commerciale. Mais au moins, c'était la pêche de subsistance. Et on essaie quand même si les gens peuvent faire la pêche commerciale, mais si cela peut respecter la conservation de la diversité des poissons, c'est bon pour les parcs. Donc, il y a aussi des séances de formation et de sensibilisation des pêcheurs au respect à la fois de la réglementation et des mesures de conservation pour leur survie aussi, parce que la durabilité des pêcheries est aussi leur avenir. Ok, merci beaucoup. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais merci beaucoup, Bochet, pour la présentation. C'était très intéressant. On a beaucoup appris. Si les gens veulent en savoir plus, je crois que bientôt les gestionnaires de ce projet Lacopemba vont créer des sites appropriés où ils peuvent aller trouver des informations nécessaires. Mais sinon, ils peuvent toujours me contacter au cas où. Ok, très bien. Merci. Voilà. Je précise encore que ce webinaire est enregistré et donc il sera disponible sur le site web du musée à partir d'aujourd'hui ou demain. Et voilà, je vais terminer ici et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année malgré les circonstances. Prenez soin de vous et à l'année prochaine pour de nouveaux Zoom Talks. Okay. Voilà. Merci. Au revoir. Merci.